Vous suivez Lynx FM 91.00. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans de Lynx. C'est une émission qui vous décrypte l'actualité, qui vous permet de participer au débat du lundi au vendredi de 10h à 11h30. Nous sommes vendredi 6 mars 2015. À l'heure du jour, l'opposition républicaine face à la crise politique qui perdure, cette opposition envisagerait de retirer ses représentants de toutes les institutions républicaines du pays, ce qui passera nécessairement par le retrait des députés du Parlement et de ceux qui restent comme délégués de l'opposition à la CENI. Tout ceci intervient dans un contexte où les partis politiques de cette opposition exigent la tenue des élections locales avant la présidentielle. L'opposition a donné donc à la CENI jusqu'au 15 mars pour fixer le chronogramme des élections. Pour en parler, nous recevons Aboubacar Silla, il est député à l'Assemblée nationale, président du parti Union des forces du changement et porte-parole de l'opposition républicaine. Bonjour, monsieur Silla. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À la technique, vous avez Mamadou Touré, Fatoumata Laila Bari, réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Baldé, ici à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci et bienvenue. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Merci à nouveau de préférer Lynx FM 91.00 et de nous pratiquer sur www.lynxfm.net. Avec nous dans EU de Lynx, Aboubacar, c'est la porte-parole de l'opposition républicaine guinéenne. Vous pouvez lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et rejoignez-nous sur www.facebook.com/EU de Lynx FM avec vos commentaires. Nous allons commencer avec cette question. Monsieur Silla, l'opposition donne à la CENI jusqu'au 15 mars pour fixer le calendrier des élections. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Écoutez, le pouvoir est en train de jouer la montre. Il est en train de gagner du temps pour plus tard nous mettre devant une situation d'urgence qui va exiger que l'élection présidentielle se tienne sans les élections communales parce que tout simplement on ne disposera plus du temps nécessaire pour les organiser. Donc nous avons dit que plus le temps passe, plus il y a des risques que le chronogramme qui va être élaboré par la CENI fasse l'impasse totale sur les élections communales. Parce que, comme vous le savez, l'élection présidentielle doit se tenir dans une période qui est contenue entre le 20 septembre et le 20 octobre. Il s'agit de délais constitutionnels qu'on ne peut pas du tout modifier, contrairement aux élections communales. Donc, nous avons dit qu'il est temps de taper du poing sur la table, il est temps d'interpeller la CENI pour l'amener à se prononcer sur le chronogramme, afin justement de ne pas être mis devant une situation de fait accompli dans un mois ou dans 2 mois, où on nous dira qu'on n'a plus le temps d'organiser ces élections. Or, l'opposition que nous sommes tient absolument à ce qu'il n'y ait pas d'inversion de l'ordre des élections. Nous voulons que les élections communales se tiennent d'abord, qu'on mette en place toutes ces délégations communales légales et légitimes, émanant des suffrages exprimés par les populations, pour pouvoir parler en leur nom, ainsi que les chefs de quartier éventuellement et les présidents des CRD. Mais ce sur quoi nous insistons d'abord, c'est les communales, c'est-à-dire la mise en place de délégations communales au niveau des mairies urbaines et au niveau des mairies rurales. Donc c'est pour cette raison que nous avons interpellé la CENI. Cela ne veut pas dire que puisque nous avons mis l'accent sur cette question essentielle du chronogramme, que nous avons décidé d'oublier nos autres revendications. Nos autres revendications sont bien présentes. Et nous espérons que nous pourrons en discuter dans le cadre d'un dialogue structuré si jamais ce dialogue se tenait, car là aussi, le pouvoir joue la montre, là aussi, retarde ce dialogue, il fait en sorte que nous ne puissions pas discuter de ces questions qui sont d'intérêt national et qui concernent les compétiteurs électoraux que sont les partis politiques pour nous mettre encore une fois devant des situations de fait accompli. Aboubakr ? Oui, nous n'accepterons pas une version de l'ordre chronologique des élections. Vous venez de le dire tout de suite, on sent à l'intérieur un ton de menace. Alors, et si la CENI, dans ce chronogramme, proposait la présidentielle avant le communal ou le couplage des deux scrutins, que va faire l'opposition ? L'opposition n'acceptera pas, l'opposition rejettera un tel chronogramme. Je dois vous dire que le chronogramme sera présenté à la classe politique, au gouvernement et à la communauté internationale
probablement le mardi prochain. La CENI nous y a invités lors de cet atelier qui va être tenu à Kindia à cette date-là, nous y a invités pour peut-être en débattre. Mais lorsque j'ai vu le programme qui est concocté par la CENI pour débattre de cette question importante, mais c'était en 1 heure. On a prévu 1 heure à la fin de l'atelier pour présenter le chronogramme et pour en débattre. Autant dire qu'on va nous mettre certainement devant un chronogramme qui sera pour la CENI immuable et que les débats ne vont pas pouvoir modifier. Mais vous y serez quand même. Vous n'allez pas appliquer la politique d'achat. Non, c'est sûr que nous serons là-bas. Nous avons reçu des invitations. La CENI nous a proposé de désigner 3 personnes qui vont être les membres de la délégation de l'opposition républicaine. Je suppose que d'autres partis politiques aussi ont reçu également des invitations. Donc nous serons là pour faire valoir le point de vue et l'opposition, quitte à ce qu'elle soit prise en compte ou pas. Mais nous serons là. Donc notre problème, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir a mis en place toute une architecture qui lui permet d'aller à des élections avec évidemment des arrière-pensées de fraude, mais surtout avec des possibilités de tripatouiller tout ce processus et de faire en sorte qu'il gagne une majorité indue. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'administration décentralisée en Guinée. Je crois que c'est le seul pays au monde qui est dans cette situation. Il n'y a plus de maire élu, il n'y a plus de chef de quartier élu. Donc toute la politique de décentralisation dont on a tant parlé dans le passé est aujourd'hui mise complètement à l'eau parce qu'il n'y a plus de représentants locaux. Il n'y a plus d'élus locaux, il n'y a plus de personnes qui parlent au nom de populations ou en tout cas qui sont mandatées par elles. Deuxièmement, vous savez, toute la haute administration est mise en coupe réglée. Et je ne parle même pas des préfets, des sous-préfets et des gouverneurs qui sont aux ordres de qui, vous savez. Aujourd'hui, la société civile, les syndicats, le patronat ont plus de problèmes existentiels que des soucis de jouer le rôle qui leur est dévolu dans le développement de notre société, simplement parce que on s'est arrangé à faire en sorte qu'il y ait des crises à l'interne, qu'il y ait des groupes rivaux. Aujourd'hui, on est dans une situation où ces sociétés, où ces partenaires sociaux ne sont plus en mesure, comme par le passé, de jouer un peu leur rôle d'interpellation et leur rôle de veille. Et on est également dans une situation où, je crois comme vous le savez, la Cour suprême a décidé tout simplement de jeter l'éponge et de ne plus être compétente pour résoudre les contentieux électoraux. On est dans une situation où la CENI est complètement inféodée au pouvoir, et non seulement sur le plan numérique, son effectif est totalement dominé par la mouvance présidentielle, mais vous voyez les décisions qui sont prises par le président de la CENI et le fait que l'attitude de la CENI est une attitude de mépris vis-à-vis des partis de l'opposition, au lieu d'avoir une attitude de collaboration et de consultation. Et nous ne sommes jamais informés. Cela fait plus de 2 ans que cette CENI est en place. Elle n'a jamais organisé une table ronde avec les partis politiques. Le président de la CENI n'a jamais visité le siège d'un parti d'opposition, alors que nous sommes ses partenaires privilégiés. Et dans tous les pays du monde, les organes de gestion des élections collaborent intimement avec les partis politiques. Et tout ça, c'est pour créer la confiance et crédibiliser donc le processus électoral. Donc on est aujourd'hui dans une situation où si on laisse faire, il est évident que les élections à venir, l'élection présidentielle va être caractérisée par une fraude massive. C'est approprié tous les facteurs, tous les instruments, tous les leviers relatifs à l'organisation de ces élections et susceptibles donc d'influencer les résultats de façon indue. Je vais revenir sur cet atelier de Kindia, juste pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée de ce que la CENI va proposer comme chronogramme, puisque même si vous dites que vous êtes limité, le nombre de vos représentants est limité à la CENI, mais quand même vous avez des gens comme Pate Dieng, Etienne Soropogui, Adja Bia qui sont là-bas. Est-ce que vous avez une idée de ce que la CENI va proposer comme chronogramme? Nous ne savons pas ce qui est prévu. Il semble que les termes de référence de l'atelier de Kindia, organisé par la CENI, prévoient justement les discussions à Kindia pour élaborer ce chronogramme. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun chronogramme officiel qui est élaboré par la CENI. Mais nous avons déjà vent des luttes d'influence au sein de cette institution. Nous avons vent de certaines informations très fiables qui nous ont été données et qui ont motivé donc notre sortie de la dernière fois, le vendredi dernier, au terme de notre plénière, où nous avons dit purement et simplement que nous nous opposerons par toutes les voies possibles à ce que l'on annule les élections communales. Nous nous opposerons à l'inversion de l'ordre des élections. Nous ferons tout pour que les élections communales se tiennent avant l'élection présidentielle. Pour des raisons extrêmement simples, c'est que nous sommes dans notre droit. Les élections communales doivent se tenir parce que les mandats des maires,
des présidents de CRD, des chefs de quartier. Ces mandats ont expiré pour certains depuis plus de 5 ans. Nous nous opposons au statu quo-là. Pourquoi aussi? Simplement parce que les mandats de délégation spéciale est limité à 6 mois. Aujourd'hui, il y a des délégations spéciales qui sont là depuis 3 ans en activité. Donc nous sommes dans notre droit pour exiger cela. Et nous savons que tout ce monde-là est composé de représentants du RPG, du parti au pouvoir, des représentants des associations qui soutiennent le parti au pouvoir, des fonctionnaires qui sont aux ordres, donc qui vont, au lieu de jouer le rôle qu'attendent d'eux les populations, qui sont censées les élire, mais qui vont tout purement et simplement appliquer les ordres qu'ils vont recevoir des directions des partis et des directions des autorités gouvernementales dans ce pays. Donc c'est pour cela que nous luttons. Il ne s'agit pas d'un caprice de l'opposition, mais il s'agit d'une menace. Il ne s'agit pas non plus d'une menace de l'opposition. Il s'agit tout simplement d'un droit que nous avons, je dirais même d'un devoir d'exiger que notre Constitution et les lois de la République soient appliquées. Car notre Constitution prévoit que les élus locaux sont nommés, sont élus, pardon. Qu'est-ce que vous voulez? À force de parler des élus locaux nommés, on finit par faire la confusion. Et deuxièmement, le code des collectivités locales est formel. Il fixe les conditions de ces élections, il fixe la durée des mandats et il détermine la représentativité de ces autorités vis-à-vis des populations. Il faut rappeler, Aboubakr, que les dernières élections locales datent de 2006. C'était avec Kiridi Bangoura à l'époque, qui était ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et qui est aujourd'hui dans le miel. Il y a longtemps que vous brandissez une menace, vous voulez occuper toutes les délégations spéciales. Vous aimeriez bien savoir comment cela va se passer dans un État fonctionnel comme la Guinée. Mais à quand quel jour vous allez passer à l'acte? Écoutez, c'est très simple. Nous avons dit que nous donnons une chance au gouvernement et à la CENI de proposer un chronogramme qui soit adéquat, qui soit en harmonie avec nos lois, avec les délais légaux qui sont contenus dans nos différents textes. Nous avons dit que nous donnons jusqu'au 15 septembre à la CENI et au gouvernement pour nous sortir un chronogramme qui va tenir compte de la nécessité d'organiser les communales avant la présidentielle, parce que cela, à ce jour, est encore possible. Nous avons dit que si cela ne se faisait pas jusqu'au 15 septembre, nous allions prendre une série de mesures. La première mesure, c'était de suspendre notre participation à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale deviendra donc une assemblée monocolore, donc il ne sera pas suffisamment représentative du peuple de Guinée. Deuxièmement, nous n'allons plus reconnaître la CENI. Nous allons déclarer que pour nous, la CENI ne la reconnaît plus, elle n'a plus aucune légitimité, ni aucune légalité. Donc tous les actes qu'elle pose et toutes les décisions qu'elle va prendre ne nous concerneront pas. Et nous allons demander au commissaire que nous avons désigné au sein de la CENI de tirer les conséquences de cette décision de l'opposition. Et la première conséquence, normalement, devrait être la suspension de leurs activités, parce que tout simplement, nous aurions démontré de cette façon que la CENI est totalement infondée, elle n'est pas impartiale, elle n'est pas neutre, et le serment qu'ils ont fait en entrant en fonction au niveau de la CENI, c'était de s'engager à faire en sorte que cette institution demeure une institution neutre et impartiale. À partir du moment où elle est dénoncée par l'opposition, à partir des faits concrets, à partir du moment où des actes répréhensibles sont évoqués, à ce moment, les commissaires issus de l'opposition devraient en tirer les conséquences. La troisième mesure que l'opposition républicaine a décidé, c'est de ne plus reconnaître non plus les délégations spéciales et de demander aux populations une désobéissance civile totale vis-à-vis de ce qui tient lieu des mairies, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Mais si moi j'ai besoin d'un extrait de naissance de mon enfant ou d'une carte d'identité et que vous me dites de ne pas aller, est-ce que vous pensez que je vais vous écouter? Ben on verra bien. De toute façon, nous allons nous engager, nous allons même engager la population à faire valoir ses droits. C'est le droit de la population de faire en sorte que les maires qui sont installés soient élus, qu'ils soient issus du suffrage qu'ils vont leur attribuer. Donc nous allons les sensibiliser et de toute façon nous avons des programmes dont je ne peux pas parler maintenant et de manière à neutraliser ces délégations spéciales dans les meilleurs délais et faire en sorte que un consensus soit trouvé pour la gestion des mairies au lieu du statu quo actuel. La quatrième mesure que nous avons prise au niveau de l'opposition républicaine, c'est de reprendre purement et simplement nos manifestations sur les places et sur les voies publiques et notamment nos marches pacifiques, nos sittings devant la CENI,
devant la Cour suprême, devant toutes les institutions qui symbolisent aujourd'hui la mauvaise qualité de notre processus électoral, de manière à nous faire entendre. Et si après tout ça, le dialogue ne s'ouvre pas, nous aviserons et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que le contrôle et l'amélioration de la cartographie des bureaux de vote sur l'ensemble des circonscriptions électorales du pays est propre et que la CENI peut vous envoyer à des élections transparentes, communales, je veux dire, puisque vous exigez leur tenue? Comme vous le savez, lors du dernier dialogue qui s'est tenu au mois de juillet 2014 et qui devait être sanctionné par un relevé de conclusion qui n'a jamais finalement été signé, on a retenu que la CENI allait, sur appel d'offres, recruter un consultant qui devait procéder à la correction des anomalies et de la des anomalies sur le fichier et sur la cartographie des bureaux de vote. Ce travail a été fait dans le cadre d'un marché de gré à gré. Là encore, la CENI a fait passer un marché de gré à gré avec le cabinet ICD du Mali et ce travail a été fait. Le travail devait commencer d'abord par des missions à l'intérieur de la CENI, ce qui fut fait. La CENI donc a élaboré des fiches qui ont été implémentées par l'ICD sur le fichier central. Nous n'avons pas vu nous-mêmes, parce que comme vous le savez, nous n'avons pas été associés, en tout cas en tant que direction des partis politiques, aux missions qui ont été envoyées tout récemment par la CENI à l'intérieur du pays pour localiser les bureaux de vote, créer de nouveaux bureaux de vote et surtout rapprocher les bureaux de vote qui étaient très éloignés des électeurs qui étaient attachés. Ce travail, semble-t-il, a été fait avec plus ou moins de bonheur. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu la création de plusieurs bureaux de vote. C'est que d'après les informations dont nous disposons, les électeurs ne sont plus à 20-30 kilomètres de leur bureau de vote et qu'il y a donc la possibilité pour les électeurs qui le désirent d'aller effectivement le jour du vote déposer leur bulletin dans l'urne. Donc au jour d'aujourd'hui, nous estimons que les conditions techniques sont réunies pour aller aux élections communales. Je dis bien les élections communales. Parce qu'il n'a jamais été question, depuis que nous avons commencé à dialoguer, de réviser le fichier électoral avant les élections communales. La révision du fichier électoral concerne l'élection présidentielle. Pourquoi? Pour la simple raison que l'impact de la qualité du fichier est moins grand quand il s'agit d'élections locales que quand il s'agit d'élections nationales. Parce que lorsqu'il s'agit d'élections nationales, tous les résultats comptent en quelque sorte, parce que tous les résultats obtenus sur l'entièreté du territoire dans tous les bureaux de vote sont additionnés et sont crédités au bénéfice de tel parti politique ou de telle personne. Alors que lorsqu'il s'agit des élections locales, cela se limite juste à la localité et n'a pas d'incidence et de conséquences directes sur le résultat global. Mais ce que les gens ne comprennent pas, M. Sylla, c'est qu'en même temps, l'opposition accepte que la CENI soit celle qui va organiser ces élections locales et communales, mais que vous contestez la CENI pour la présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas la... Nous n'avons pas dit ça. Nous contestons le fichier pour la présidentielle. Nous n'avons pas dit que cette CENI-là peut organiser les élections communales. Par contre, étant donné qu'un atelier est en train de se tenir à Kindia et que c'est le moment d'en parler, nous avons donc exigé que l'atelier tienne compte de la nécessité de respecter un chronogramme normal, à savoir la tenue des élections communales avant l'élection présidentielle en cette année 2015. Cela ne veut pas dire que nous donnons un blanc-seing à la CENI pour organiser ces élections communales. Donc nous mais attendez, il y a une contradiction, M. Sylla. Il n'y a aucune contradiction. Vous dites qu'aujourd'hui, les conditions techniques sont réunies pour aller aux élections communales. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire, y compris alors, y compris avec la CENI. Non, pas du tout, pas du tout. Quand je parle de conditions techniques, je parle de cartographie des bureaux de vote, je parle du fichier, je ne parle pas de l'organisme qui tient les élections. La CENI, nous la contestons dans sa composition actuelle. Mais cette cartographie, c'est la CENI qui l'a faite, je pense. La CENI avec un cabinet. Écoutez, vous dénoncez en même temps ce cabinet, vous dites que c'est un contrat gré à gré qui a été élaboré. Écoutez, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Ah si, c'est ce que vous avez dit. L'émission est enregistrée. J'ai dit que ce cabinet a été effectivement recruté, contrairement à ce qui était convenu dans le cadre d'un marché de gré à gré. J'ai dit que le travail a été fait et que le travail est plus ou moins satisfaisant et qu'il est possible donc d'aller aux élections communales avec la cartographie actuelle des bureaux de vote. C'est ce que j'ai dit. Je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais cette CENI-là, nous la contestons parce qu'elle n'est plus légale. Pour une raison très simple, c'est que la parité est le fondement de la neutralité et de l'impartialité de la CENI. Une CENI est soit technique, soit politique. Lorsqu'elle est technique, la question de l'appartenance politique des membres ne se pose pas. Lorsqu'elle est politique,
Mais ce qui garantit sa neutralité, c'est la parité dans sa composition. C'est l'équité dans la participation aux travaux de la CENI en ce qui concerne la mouvance présidentielle et l'opposition. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, cette parité n'existe pas. Donc la CENI n'a plus vocation à être une institution neutre, capable d'organiser des élections crédibles. Et c'est pour cette raison que nous ne la reconnaissons pas. Et je même pas aller avec elle aux élections communales. Pas du tout. Pas du tout. Ah, on ne comprend pas. Alors je vais faire le professeur parce que j'ai l'impression que... ça je comprends. Vous ne voulez pas comprendre. Non. Nous voulons... Vous dites que... Nous avons les réformes suivantes, nos revendications suivantes. Premièrement, nous avons dit que nous voulons que les élections communales se tiennent avant la présidentielle. C'est pour ça que nous avons exigé un chronogramme public. Deuxièmement, nous exigeons la réforme de la CENI. Parce qu'à l'état actuel, elle ne nous garantit pas la transparence des élections et en plus, elle est totalement illégale. Troisièmement, nous avons exigé la mise en place des institutions constitutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle, qui est en quelque sorte l'arbitre électoral, parce que la Cour suprême actuelle ne peut pas jouer ce rôle dans la mesure où, au sortir des élections législatives, elle a affirmé publiquement devant tout le monde qu'elle est incompétente pour gérer les contentieux électoraux. Et nous avons aussi évidemment nos autres revendications qui découlaient de l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013, à savoir la neutralité de l'administration publique, la libre circulation des partis politiques sur toute l'étendue du territoire politique, la poursuite judiciaire à l'encontre des auteurs et commanditaires des actes de violence qui ont émaillé nos manifestations, l'indemnisation des victimes, ainsi de suite. Donc, les revendications concernant le processus électoral, c'est donc la réforme de la CENI, c'est le chronogramme des élections, c'est le cadre légal, notamment la mise en place de l'institution chargée donc des recours électoraux. Donc la réforme avant les élections. Donc encore une fois, parfaitement, encore une fois. Okay. Maintenant on se comprend. Encore une fois, les conditions techniques sont réunies. Mais l'organisme... Il faut réformer l'organisme avant d'organiser les élections. Tout à fait. Et tout ça, c'est faisable dans les délais actuels. C'est faisable dans les conditions actuelles. Et selon vous, à quand, selon vous, le délai? À quand donc les communales? Les communales peuvent se tenir à tout moment, aussitôt que la réforme de la CENI interviendra. Cette réforme de la CENI peut intervenir dès qu'on va ouvrir un dialogue, dès que nous allons discuter, dès qu'on va demander aux différents partis politiques de proposer donc de nouveaux des représentants au sein d'une nouvelle CENI, restructurée et recomposée de manière à garantir la parité dont je parlais tantôt et qui permettent donc à l'opposition et à la mouvance présidentielle d'être équitablement représentée. Ça peut se dérouler en une semaine, peut-être en une quinzaine de jours, et nous pouvons nous retrouver avec une CENI parfaitement réformée avant la fin de ce mois, ce qui peut nous permettre de tenir des élections communales au mois prochain, au mois d'avril, et d'engager enfin la réforme du fichier électoral en prévision de l'élection présidentielle qui peut avoir lieu à partir du 20 septembre jusqu'au 20 octobre. C'est des choses qui sont très très compliquées puisque vous aurez des nouvelles têtes dans cette nouvelle CENI et ce qui va nécessiter encore peut-être une formation pour ces nouveaux venus et donc ça va retarder encore le processus. Ne compliquez pas les choses. Au niveau de la CENI, il y a une administration électorale technique qui fait le travail technique. Le commissaire de la CENI, c'est une sorte de conseil d'administration, c'est une sorte de superviseur, c'est une sorte de chapeau au-dessus de l'administration électorale de la CENI et qui permet donc d'impulser, de contrôler, de vérifier et de faire en sorte que le code électoral soit respecté dans toutes ses dispositions. Les commissaires actuels de la CENI, pour 3/4 d'entre eux, ne sont pas des spécialistes du processus électoral. Ils n'ont pas été désignés selon ce critère. C'est simplement des partis politiques qui ont désigné des personnes auxquelles ils avaient confiance pour garantir la neutralité de l'institution. Donc on n'a pas besoin d'être un spécialiste du processus électoral pour être commissaire d'une CENI politique, étant donné qu'il y a des techniciens qui travaillent au niveau de la CENI, que ce soit au niveau du fichier électoral, au lieu du fichier central, que ce soit au niveau de site central ou que ce soit au niveau de la CENI proprement dit, il y a des techniciens qui sont là, qui épaulent les commissaires de la CENI et qui vont être toujours là lorsque de nouveaux commissaires seront mis en place. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Aboubacar Sylla, il est le porte-parole de l'opposition républicaine guinéenne. On va observer une courte pause. On se retrouve juste après. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h.
Vous êtes sur Lynx FM 91.00, vous nous suivez sur www.lynxfm.net. Avec nous, dans Œil de Lynx Abouakar. Là, il est le président du parti Union des forces du changement, porte-parole de l'opposition républicaine guinéenne, Aboubakar. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au sein de l'opposition, il y a deux voix qui se lèvent. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas du tout aller à des élections avec Alpha Condé en 2015, y compris ces élections locales qu'il va gagner au Lomé. Et il y en a qui pensent qu'il faut plutôt aller à ces élections. Et vous êtes le porte-parole de l'opposition, donc vous êtes la voix autorisée pour parler de l'opposition aujourd'hui, pour que ça soit clair dans la mentalité ou dans l'esprit de nos auditeurs. Et quelle est la position commune, quelle est la position majoritaire de l'opposition? Faut-il aller aux élections ou faut-il une insurrection en 2015? Écoutez, je crois que c'est une question dont vous connaissez déjà la réponse, puisque nous en avons parlé depuis très longtemps. Si nous nous battons pour un processus électoral indépendant, c'est parce que nous nous inscrivons résolument dans la logique de la dévolution du pouvoir par les urnes. C'est ça la position officielle de notre opposition. Nous avons dit que nous nous battons pour que le scrutin soit transparent. Nous faisons tout pour que le pouvoir soit obligé de faire en sorte que le processus électoral ne soit pas une mascarade électorale. Parce que s'il y a une mascarade qui se passe, les résultats ne seront pas reconnus. Et si les résultats ne sont pas reconnus, ils seront contestés avec des risques de dérives graves, identiques peut-être à ceux que certains pays dans le voisinage ont connus et qui ont fini par les amener dans des situations catastrophiques au plan de guerre civile, au plan des contestations d'une certaine gravité. Donc, nous disons que nous nous inscrivons dans la logique de l'organisation des élections et nous ferons tout pour que ce scrutin ait un minimum de transparence. Je vous donne un exemple. Si nous ne nous étions pas battus pour que les élections législatives passées soient un peu plus transparentes qu'elles l'ont été, mais on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu aujourd'hui. Et contrairement à ce que certaines personnes disent, nous avons pu mettre en ballottage le parti au pouvoir. Nous avons pu faire en sorte que l'RPG arc-en-ciel, on l'oublie souvent, n'est même pas une majorité simple à l'Assemblée nationale. L'RPG n'a que 53 députés à l'Assemblée nationale. Il en faut 57 sur les 113 pour avoir la majorité absolue. L'RPG a été obligé d'aller débaucher, d'aller chercher des députés de gauche à droite pour se constituer une courte majorité à l'Assemblée nationale. Tout ceci a été possible parce que nous nous sommes investis, permis d'arriver à ce résultat, même s'il y a eu quand même beaucoup de fraudes qui nous ont empêché d'avoir, par exemple, la majorité simple qu'on aurait dû avoir. En ce qui concerne les élections à venir, nous avons exactement la même position. Nous nous battons pour que nous intégrions le processus électoral, pour qu'il y ait un dialogue qui s'instaure, pour qu'il y ait un comité de veille qui se crée et qui soit au plus près de la CENI et de l'opérateur technique pour s'assurer d'un minimum de transparence et d'impartialité dans les opérations électorales. Nous ferons en sorte que malgré la volonté du pouvoir d'organiser une fraude massive, que malgré tout cela, qu'il y ait un minimum de transparence, de manière à ce que les suffrages que les Guinéens vont exprimer ne soient ni annulés, ni détournés, pour que les résultats, la vérité des urnes soient celles qui soient proclamées. Mais est-ce que mon problème, c'est que la décision, les positions clairement définies du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein, et de son SCOSIDIA, ne vont pas un peu perturber l'opposition dans sa démarche, parce que quand vous les écoutez, la position que vous venez de décliner tout de suite est celle qui est très proche de Cellou Dalein, mais Sidya Touré reste très très mesuré quand il parle d'aller à des élections avec Alpha Condé. Il met beaucoup de conditions et il y a beaucoup de doutes dans sa logique. Alors le moment viendra de prendre une position claire, et derrière lequel de Sidya ou de Cellou Dalein, l'opposition va s'aligner. Non, je crois qu'il n'y a pas de contradiction dans les deux positions. Tous les deux ont dit que s'il n'y avait pas d'élection transparente organisée, s'il y avait fraude massive, s'il y avait mascarade électorale à la place d'élections transparentes, que cela pourrait conduire à des troubles sérieux dans notre pays. Ils ont tous utilisé d'ailleurs le terme guerre, qui en langue nationale ne veut pas dire forcément guerre. Donc nous sommes tous d'accord d'aller aux élections, mais dans des conditions de transparence. Et si pour une raison ou pour une autre ces conditions n'étaient pas obtenues, toutes les portes sont ouvertes, toutes les options peuvent arriver, parce qu'il n'est pas du tout acceptable que un tripatouillage du fichier électoral, une mascarade électorale organisée, des fraudes massives constatées, et puissent rester lettre morte. Ce serait donc dans ces conditions avoir mené ce combat politique pour rien, et ça, de toute façon, nous ne le cautionnerons pas. Je crois qu'il n'y a pas une divergence entre M. Sidya Touré et M. Cellou Dalein en ce qui concerne cette approche
politique qui est quand même une approche démocratique. Parce que tous les hommes politiques, on va en politique pour aller à des élections, on va pas en politique pour organiser des insurrections. Mais il y a des personnes qui estiment, compte tenu du passé que nous connaissons, de ce régime, de ce pouvoir, qu'il ne sera pas possible, avec le professeur Alpha Condé, d'avoir des élections transparentes. Donc pour eux, autant ne pas se fatiguer à aller des élections, organiser donc purement et simplement une élection pour assurer l'alternance. Mais ça n'engage que, mais la position officielle de l'opposition républicaine, c'est d'initier un dialogue avec le pouvoir, de manière à mettre sur la table toutes les divergences et arriver par la concertation, par le débat, par la référence à notre constitution, à nos lois, à trouver un terrain d'entente qui nous permette de mettre en place un cadre légal, des institutions crédibles pour que les élections organisées ne souffrent pas de contestation. Alors on va faire peut-être une petite mise au point que les auditeurs comprennent que nous parlons d'élections beaucoup plus aujourd'hui, puisque c'est l'organisation de ces élections apparaît comme un élément essentiel, et puisque souvent on a constaté que les élections sont de véritables sources de division, de contestation et de tensions, même voire des conflits ouverts. Voilà pourquoi nous insistons aujourd'hui au cours de cette émission sur le processus électoral. Alors monsieur avez-vous le sentiment que le président Alpha Condé pourrait souffler à la CENI l'idée de proposer un chronogramme qui mettrait en premier lieu la présidentielle, après on fera les communales? Dans un contexte où on a vraiment une crise politique, une crise sanitaire, une crise sociale. Vous n'avez pas suivi le compte-rendu que j'ai eu à faire de notre réunion qui s'est tenue le vendredi dernier au siège de l'UFDG. Nous avons dit que nous avons des informations fiables. Nous avons la quasi-certitude que le président de la République a enjoint à la CENI, au président de la CENI, de faire l'impasse sur les élections communales. D'où notre sortie. Si nous avons dit que si cela se passait, ce serait ouvrir la boîte de Pandore, parce que nous n'accepterons pas d'aller à l'élection présidentielle avec des maires nommés, avec des chefs de quartier nommés, avec des présidents de CRD nommés, qui vont s'ajouter à toute l'administration territoriale à l'intérieur, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, pour organiser une fraude dont nous sommes coutumiers, nous le savons, cela s'est passé ainsi lors des élections législatives. Donc nous avons dit que nous ne l'accepterons pas. Et si justement le pouvoir tient à faire l'impasse sur les élections communales, c'est pour maintenir tout ce dispositif, toute cette architecture qui a été mise en place laborieusement depuis 4 années par le président de la République. Et ça va être très difficile pour lui. Ce sera que contraint et forcé qui va accepter de démanteler ce dispositif en acceptant l'organisation des élections communales. Parce que l'organisation des élections communales va amener certainement au niveau des mairies, par exemple dans la capitale Conakry, des maires en toute logique qui vont être tous issus de l'opposition, puisque comme vous le savez, tous les députés uninominaux de la capitale, tous les 5 sont issus de l'opposition. Donc si la logique est maintenue, et ce qui est presque évident de notre part, et nous pensons même que l'opposition a gagné en popularité ces derniers mois. Donc nous pensons qu'il y aura tout simplement, c'est presque évident, je dirais même, qu'il y aura tout simplement 5 maires qui seront de l'opposition dans la capitale Conakry, avec donc par ricochet un gouverneur qui va être élu par le conseil de ville, qui sera issu de l'opposition. Et ce sera pareil exactement dans beaucoup de circonscriptions électorales. Je vois, ça va être difficile pour le président de la République de renoncer à cet avantage stratégique que constitue la présence de ces élus locaux nommés par lui et qui sont, comme vous le savez, des leviers importants dans la fraude électorale qui est organisée. C'est eux qui sensibilisent les militants, qui les intimident, qui les poussent à voter dans tel ou tel sens, qui font le bourrage d'urnes, qui transportent les urnes. Et pendant le transport des urnes, qui se permettent de faire ce que vous savez, les démembrements de la CENI travaillent intimement avec ces autorités. Quand ce ne sont pas d'ailleurs ces autorités d'ailleurs qui sont à la tête de toutes les opérations menées à l'intérieur du pays, lors notamment de la centralisation et du dépouillement des bulletins de vote. Donc ce sera difficile pour le président de la République de renoncer à tous ces avantages stratégiques. Donc c'est pour ça que l'opposition républicaine doit se lever, se serrer les coudes et accepter ce ultime combat politique qui va nous permettre de remplacer tous ces pions du pouvoir par des personnes qui vont être élues, qui vont être légitimes, qui vont être issues du suffrage universel exprimé par les populations à la base.
Mais il y a un autre problème. Est-ce que il me semble un peu que l'opposition est en train de donner un coup d'épée dans l'eau parce que vous vous focalisez actuellement sur ces élus, ces nommés locaux, si on peut me permettre l'expression, mais en même temps vous occultez apparemment l'existence de l'administration préfectorale, c'est-à-dire que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs qui, on le sait bien, sont aussi des acteurs très puissants du processus électoral. Si vous vous focalisez sur ces nommés locaux, le pouvoir prévient vous acceptez ce que vous dites, mais après il peut positionner des gens qui, avec tout un lobby, qui reviendront encore les mêmes personnes pour revenir. Alors, est-ce qu'il n'est pas, à mon avis, plus judicieux de voir ça d'un angle plus global, c'est-à-dire voir et lutter pour les conditions d'une élection libre, crédible et transparente au lieu de sectariser votre lutte? Écoutez, comment avoir des élections libres et transparentes si toutes ces conditions ne sont pas réunies? Et ce que vous avez cité là, ce sont les conditions qu'il faut mettre en place. Ce sont certaines des conditions. Vous avez parlé notamment, l'idée que vous avez évoquée concerne la neutralité du service public. C'est-à-dire le fait que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs aient des partis pris et ne se mettent pas au-dessus de la mêlée. Ils sont plus dangereux que les maires. C'est pas parti. Voilà. Ceci fait partie de nos revendications. Frère Siradio disait c'était les véritables ennemis de la démocratie en Guinée. Oui, mais écoutez, vous vous souvenez très bien que ceci a toujours figuré dans toutes nos revendications. L'accord politique interguinéen du 3 juillet le mentionne, la neutralité du service public, conformément aux dispositions de notre Constitution, qui affirme cette neutralité. Mais malheureusement, une neutralité qui est bafouée, comme beaucoup d'autres dispositions de notre Constitution, par le pouvoir en place. Donc, ce sont des questions que nous évoquons. Mais au jour d'aujourd'hui, nous insistons sur le chronogramme. Pourquoi? Parce que le chronogramme est en train d'être décidé. Il va être élaboré et adopté d'ici 3 ou 4 jours. C'est pour ça que nous mettons en garde contre l'élaboration et la publication d'un chronogramme qui ne tiendrait pas compte de l'ordre normal des élections. Alors, les communales avant les présidentielles. Ce qui ne veut pas dire que nous occultons nos autres revendications. La réforme de la CENI, je vous les ai citées tantôt, la réforme de la CENI, la mise en place des institutions républicaines qui sont prévues dans notre Constitution et qui sont nombreuses et qui toutes concourent justement à la mise en place d'un régime démocratique et respectueux des droits de l'homme dans notre pays. Lorsque vous n'avez pas de haute autorité de la communication, vous avez un Conseil national de la communication. Comment on peut obtenir la neutralité des médias de service public alors que la présidente du CNC était une activiste du RPG, elle est nommée par décret par le président de la République, contrairement à la haute autorité de la communication, qui va être composée de spécialistes, de professionnels de la communication, avec à leur tête un président élu. Donc, affranchi totalement. Au niveau de la HAC, attention, dans la HAC, actuellement, Madame Martine Condé est en train de pomper des millions. Elle peut arriver, elle peut revenir. Elle peut revenir. Maintenant, qu'est-ce qui vous garantit? De l'argent, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous garantit qu'à l'image? Ça, c'est une autre question. J'ai dit, monsieur le président, qu'est-ce qui vous garantit qu'à l'image de la HAC qui, peut-être, on peut voir à la tête de cette institution, je dis peut-être, Martine Condé qui reviendra et vous connaissez. Reviendra puisqu'elle a trouvé beaucoup d'argent. Quelle mesure vous les associations de presse, les associations des imprimeurs, les associations des photographes et cinéastes, se laissent corrompre pour mettre à la tête de l'institution une personne qui n'en a pas la vocation, mais ça, je crois qu'on ne peut rien en dire. Il faut mettre le mot conditionnel. La responsabilité est à votre niveau. Il faut mettre le mot. C'est pareil pour l'NIDH. Ce que vous évoquez là, c'est exactement ce qui se passe pour l'ENI, ce qui s'est passé pour l'Institution nationale indépendante des droits humains, dont on a modifié, on a tripatouillé, on a falsifié la loi, pour promulguer une loi qui n'est pas celle qui a été adoptée par le Conseil national de la transition. Donc tout c'est pour vous dire que le pouvoir est en train de mettre en place tous ces pions, en infiltrant même les institutions républicaines, de manière à s'octroyer une légitimité et une majorité indue. Quel mécanisme allez-vous mettre en place pour éviter que le pouvoir démette ces nommés locaux et que ces mêmes gens soient présentés et que ces mêmes gens et que les mêmes gens reviennent encore cette fois-ci comme étant des gens élus, si cela arrivait? Comment ils peuvent revenir comme des gens élus s'ils ne sont pas élus, si nous sommes là à la base, si nous surveillons le processus électoral, si nous mettons en place un minimum de conditions de transparence? Il n'y a aucune raison pour que ces mêmes personnes reviennent, sauf peut-être dans les fiefs du pouvoir, mais dans les autres régions du pays, ils n'ont aucune chance de revenir. Je crois que ceci est évident. Mais vous soulevez une question qui m'amène à attirer l'attention sur un sujet particulier. Ce dont nous discutons aujourd'hui, ce n'est pas simplement le processus électoral. Ce pouvoir est en train de mettre en place un véritable régime autocratique.
pour ne pas dire une dictature pure et simple. Le président de la République est en train progressivement de contrôler toutes les institutions du pays. Ce qu'il ne peut pas contrôler, comme la société civile, le patronat ou les syndicats, il s'organise pour y créer la division, pour que ces institutions passent leur temps à gérer des problèmes existentiels au lieu de se battre pour l'épanouissement des citoyens et la victoire de la démocratie et d'un régime respectueux des droits de l'homme dans notre pays. C'est ça le problème. Les Guinéens doivent se lever pour faire barrage à cette tentative. Je vous ai cité tout à l'heure l'administration décentralisée. Elle n'existe plus. Tout est nommé par l'exécutif. Tout le monde est nommé par l'exécutif. Ça, c'est une situation unique dans le monde. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs sont mis en place par l'exécutif. C'est leur droit. Mais ils sont choisis, non pas selon des critères de compétence, mais selon leur aptitude à faire de la surenchère démagogique, à rassembler autour des volontés exprimées par le président de la République et par son parti. Donc, loin des considérations liées à la neutralité du service public. Lorsque vous regardez la Cour suprême, c'est pareil. Regardez la CENI, c'est pareil. Le Conseil national de la communication, c'est aussi pareil. Vous avez toutes les institutions de ce pays-là aujourd'hui qui sont sous contrôle. Je dirais même que l'Assemblée nationale, pour certains sujets, reçoit des injonctions et des instructions directes de secrétariat. Je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, nous avons un président omnipotent qui est en train de contrôler progressivement toutes les institutions du pays. Et nous allons nous acheminer vers un régime du type EADEMA ou du type Bongo, avec un président de la République qui sera président à vie, qui après va installer qui il veut, son fils ou quelqu'un de son système, et il n'y aura plus de possibilité d'alternance en Guinée pendant 40 ans. Oui, et justement, monsieur Silla, je voudrais, à propos de cette présidentielle à la togolaise ou à la zaïroise de temps de Mobutu, je reviens sur l'organisation. On a vu ici en 2003, l'opposition avait tergiversé de gauche à droite. Là, on veut des élections libres et transparentes. Le général Lansana Conté n'a pas accepté. Et finalement, le général Conté est allé à cette présidentielle de 2003 avec un candidat qu'on pourrait qualifier de feu de paille. Hein, c'était Mamadou Bari. Et puis, le général Conté l'avait emporté. Est-ce que une telle situation ne pourrait pas intervenir en 2015 si la CENI propose la présidentielle avant le communal et que l'opposition dise qu'elle pourrait boycotter ces scrutins? Écoutez, 2003 n'est pas 2015. La Guinée de 2003 n'est pas celle de 2015. L'opposition de 2003 n'est pas celle de 2015. Aujourd'hui, les Guinéens sont ouverts au monde. On n'est plus un pays fermé. Les Guinéens aujourd'hui connaissent leurs droits. Ils connaissent également leurs devoirs. Aujourd'hui, le monde est ouvert. La communauté internationale a le regard sur le pays. Nous sommes dans une situation qui est totalement différente de celle de 2003. Et l'opposition guinéenne, soutenue par les citoyens guinéens, n'accepteront pas qu'un régime autocratique s'installe et se pérennise dans notre pays. Les Guinéens vont répondre à l'appel de l'opposition. Nous allons nous battre par tous les moyens. Je ne dis même pas les moyens légaux seulement. Nous allons nous battre par tous les moyens pour instaurer la démocratie dans ce pays. Nous n'accepterons jamais qu'un président de la République assoie un régime dictatorial pour nous amener vers des dérives, vers des dérapages qui peuvent être graves de conséquences pour la paix civile et pour la cohésion sociale. Ce régime a suffisamment fait la preuve de son incompétence, de son incapacité à élire les Guinéens, de sa volonté de régner sans partage, de sa volonté de ne jamais instaurer une véritable démocratie dans ce pays pour que les Guinéens se laissent faire. Nous ne nous laisserons pas faire. Autant nous nous sommes battus pour que les élections législatives de 2013 ne connaissent pas le raz de marée en faveur du pouvoir qui était prévu. Autant nous nous battrons pour que les communales et les présidentielles qui vont suivre connaissent un minimum de transparence. Auquel cas, nous sommes certains que les Guinéens vont balayer ce régime-là et instaurer un régime duquel va être issu un gouvernement plus compétent, plus neutre, plus susceptible de résoudre les problèmes sociaux de base des Guinéens. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de sécurité, surtout on n'a plus d'emploi. L'électricité de qualité vient au mois de mai là. Ben on verra bien. Et il y a famille aussi. Il y a les travaux actuellement sont en cours au Novotel. Ce gouvernement est spécialiste en effet d'annonce. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un gouvernement vendeur d'illusions. Si vous allez, nous attendons qu'à l'État, nous espérons
vivement, parce que nous sommes Guinéens avant d'être des opposants, nous espérons vivement que le problème d'énergie électrique va être résolu avec Kaleta. Nous ne souhaitons pas que Kaleta connaisse le sort de Garafiri, qui a été aussi réalisé à grand renfort de publicité et qui a inspiré, qui a suscité beaucoup d'espoir chez les Guinéens, à telle enseigne que tout le monde a cotisé pour le financement de Garafiri, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Nous ne le souhaitons pas pour Kaleta, malgré que Kaleta ait été conçu et surtout que le marché ait été attribué dans des conditions totalement opaques et dans des conditions suspectes. Ce fut encore là également un marché de gré à gré concernant un investissement de cette taille, 500 millions de dollars, totalement surfacturé. Nous espérons que là aussi, il ne s'agira pas d'un marché de dupes et qu'il s'agira d'un projet qui va être réalisé, qui va enfin permettre aux Guinéens de tourner le dos à ces crises récurrentes de coûts d'électricité. Mais nous attendons de voir. Nous avons entendu un ancien ministre de l'énergie, le professeur Alpha Condé, dire, je crois, dans votre propre émission ici, de faire attention qu'en période d'étiage, Kaleta produira à peine 40 MW sur les 240 qui sont nominaux. Donc, nous attendons de voir tout en souhaitant que tout se passe très bien. Oui, mais est-ce que quand on écoute un peu toutes ces demandes, ces injonctions de l'opposition, on n'est pas en droit de se dire que l'opposition est en train aussi de développer une stratégie visant à amener Alpha Condé à sortir carrément du cadre du jeu, c'est-à-dire à le rendre illégitime pour que tous les coups puissent être possibles? En quoi faisant? Nous, ce que nous faisons, premièrement, nous disons que nous allons suspendre notre participation à l'Assemblée. Ce sont les mesures que nous avons retenues. Deuxièmement, nous n'allons plus reconnaître la CENI comme organe de gestion des élections en République de Guinée. Et nous demanderons à nos commissaires qui sont là-bas, qui sont libres de leur jugement, d'en tirer les conséquences. Troisièmement, nous allons proclamer que les délégations spéciales n'ont plus de légalité, nous ne les reconnaissons plus. Et puis quatrièmement, nous commençons nos manifestations conformément à la disposition de notre Constitution sur les places et sur les voies publiques. Nous allons marcher, nous allons montrer à la face des Guinéens, à la face du monde, que ce régime est en train de violer la Constitution, ce régime est en train de chercher à se maintenir par tous les moyens, donc il est en train de perdre totalement la légitimité qu'il avait acquise en 2010, et qu'il faudrait donc se lever contre lui, parce qu'il s'agirait en ce moment d'une véritable oppression, et notre Constitution nous donne le droit de résister à l'oppression en tant que peuple. Donc nous allons mettre en œuvre toutes ces dispositions, toutes ces mesures, et puis nous allons voir, nous allons envisager certainement d'autres, si celle-ci ne porte pas fruit, mais il n'est pas question pour nous de rester les bras croisés et de laisser la dictature s'installer et se pérenniser dans ce pays. Alors on va faire dire un mot quand même sur cette relance du dialogue politique. On a vu tout récemment Ibn Sambas à Conakry, avec des concertations avec la mouvance, l'opposition extra-parlementaire, parlementaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous savez, la communauté internationale, elle s'implique dans un processus électoral lorsqu'il y a des risques graves de dérive, d'instabilité politique. Jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale est restée très timide après les élections législatives dans son émission, en quelque sorte, dans la gestion de ce processus électoral dans notre pays. Comme vous le savez, au terme des élections législatives, la mission de Saïd Djinnit s'est achevée. La mission que lui avaient confiée les Nations Unies se limitait en termes de délai à la mise en place de l'Assemblée nationale. Donc on s'est retrouvé encore de nouveau, après cela, dans la situation qui était antérieure à 2013. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui dans un face-à-face avec le pouvoir sans l'intervention manifeste de la communauté internationale. Il se trouve que depuis quelque temps, il y a un frémissement de ce côté. La communauté internationale sent, vous avez parlé la dernière fois du rapport de l'International Crisis Group par exemple, sent qu'il y a un risque d'instabilité politique dans ce pays, il y a un risque de troubles sociaux majeurs en République de Guinée si le processus électoral était dévoyé. Donc elle commence progressivement à s'intéresser et à s'impliquer. C'est ainsi que nous avons reçu donc le bureau régional des Nations Unies à Dakar, et qui a préparé l'arrivée de M. Chambas, que nous avons reçu, avec lequel nous avons parlé de long en large de la situation politique du pays, et surtout des risques de dérive si le processus électoral n'était pas remis sur les rails, et si un dialogue structuré ne s'instaurait pas entre le gouvernement et l'opposition. Je crois que M. Chambas, vous l'avez suivi certainement, il a aussi retenu ses idées et les a proclamées. Il a demandé à ce qu'il y ait un dialogue qui soit ouvert entre le pouvoir et l'opposition. Mais il se trouve que le pouvoir ne veut pas de ce dialogue. Le pouvoir chante le dialogue à longueur de journée, mais fait tout pour l'empêcher. Nous sommes aujourd'hui à 4 mois que nous discutons avec le ministre en charge du secteur de la justice, qui est le président du cadre de dialogue. 4 mois que nous discutons, vous savez pourquoi? Pour nous accorder sur un ordre du jour.
Cela fait 4 mois que nous discutons pour nous accorder sur un ordre du jour, avec des échanges de courriers, avec des audiences qu'il entretient avec l'opposition, avec la mouvance présidentielle. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore d'accord sur l'ordre du jour de ce dialogue, a fortiori sur son calendrier, a fortiori sur les questions qui vont être inscrites à cet ordre du jour. Donc le pouvoir joue la montre. On retard, le dialogue doit s'ouvrir, ces questions doivent être mises sur la table et discutées. Et c'est quand même extraordinaire que la Guinée soit le seul pays où l'opposition appelle tous les jours au dialogue et où le pouvoir lui s'emmure dans un silence. Parce que le problème du régime d'Alpha Condé, c'est que le professeur croit que la politique, c'est l'art de l'esquive, l'art de la tromperie. Mais est-ce que vous pensez que pour nous, la politique, c'est un art, c'est une science plus noble, et utilisée par les hommes pour améliorer le bien-être des hommes. Non, c'est là que vous vous trompez. Non, mais il a trompé, il a traité les politiciens guinéens de nains politiques. Donc, ça veut dire qu'en la matière, ça veut dire qu'en la matière, il estime que les opposants n'ont rien à lui apprendre. Est-ce que vous pensez que Alpha Condé va, en dépit de tout ce que vous dites là, en dépit de tous les enjeux qui se rattachent à ce processus, parce que là, on vous entend, on sait que l'opposition a déjà plusieurs arcs dans son cercle. Est-ce que, au cas où Alpha Condé décidait d'aller à un bras de fer avec vous, quelles sont les conséquences? Déjà, à partir du 15 mars, vous allez être fixé. Si le chronogramme présenté par la CENI ou adopté par la CENI ne tient pas compte de cette revendication majeure d'organisation des communales avant les présidentielles, nous engrangeons notre série de manifestations, notre série de mesures que je vous listais tantôt. Allez-y, messieurs. Et voilà. Et après, nous aviserons. Mais encore une fois, nous userons de tous les moyens pour que cela ne soit pas ainsi. Les moyens légaux, illégaux ou... Nous userons de tous les moyens, Aboubakar. Tous les moyens pour qu'une dictature... Parce qu'avant, le discours, c'était tous les moyens légaux. Maintenant, c'est tous les moyens. Maintenant, c'est tous les moyens. Maintenant, c'est la position officielle de l'opposition. Tous les moyens. L'opposition guinéenne, je vous le dis, usera de tous les moyens pour empêcher qu'une dictature ne s'installe en République de Guinée. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Aboubakar, c'est la porte-parole de l'opposition républicaine guinéenne. On va observer une courte pause et puis on revient avec cette fois-ci les questions posées par nos auditeurs. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, vous nous suivez sur www.lynxfm.net. Maintenant, comme le dit le jingle, c'est la parole à nos auditeurs. Nous avons cet SMS de Djabi qui nous dit: Monsieur Silla, selon vous, lesquels des candidats, Selou Dalein Sidia, a plus de chances pour l'emporter la présidentielle cette année? C'est une question qui revient souvent. C'est une question sans intérêt. Je n'ai pas de boule de cristal et je préfère ne pas me déterminer sur les suffrages qui vont être exprimés par les Guinéens le jour du vote. Aboubakar. Oui, notre ami Colombo FBI qui revient sur la page Facebook, il dit ceci: CENI illégal, délégation spéciale illégale, point. Soyez fermes les opposants et faites respecter la loi. En somme, méritez votre nom d'opposition républicaine et ne tergiversez pas avec la loi, avec ses consensus éternels. La CENI viole de manière permanente la loi, donc elle est illégale. Alors, que comptez-vous faire maintenant pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette CENI? Je crois que j'ai répondu à cette question au fil de cette émission. Et je vais revenir sur ce sujet de la CENI, parce que j'entends quelques personnes, notamment les ténors du parti au pouvoir, dire que réformer la CENI, ce serait justement violer la loi, que parce que les commissaires de la CENI disposeraient d'un mandat de 7 ans et que ces 7 ans doivent s'écouler avant qu'on parle de recomposition de l'institution. Moi, je dis non, non. Le mandat de 7 ans, il n'est valable que pour autant que les commissaires remplissent les critères de participation à la CENI. Dès qu'ils ne remplissent plus ces critères-là, le mandat n'est plus mis en jeu. Admettons, par exemple, je donne cet exemple-là juste pour rire, que le professeur Alpha Condé, qui est élu pour un mandat de 5 ans, décide tout de suite aujourd'hui de renoncer à la nationalité guinéenne. Pour dire que je ne suis plus guinéen. On ne parlera plus de mandat parce que le président de la République guinéenne doit être un Guinéen de nationalité. S'il n'est plus Guinéen de nationalité, son mandat s'arrête le jour même où il perd cette nationalité. Il en est ainsi des commissaires de la CENI. À partir du moment où la parité est rompue, à partir du moment où on ne représente plus tel parti politique qui est de l'opposition ou de la mouvance et qui fait partie du quota
de ce groupe de partis politiques, on ne parle plus de son mandat est terminé, on ne parle plus de durée de mandat. Donc l'équité au sein de la composition de la CENI, c'est fondamental. La CENI fonde sa crédibilité et son aptitude à organiser des élections sur cette parité dans sa composition. Si cette parité n'existe pas, la CENI devient illégale, elle devient illégitime, elle n'est plus crédible pour organiser des élections. Et les résultats qu'elle va publier vont être contestés avec à la clé des troubles sociaux qui peuvent dégénérer, même en guerre civile, n'ayant pas peur des mots. Eh bien, Ablaye Chérif, mouvement Alpha 2015 en Moyenne-Guinée, qui vous demande pourquoi vous ne parlez jamais des projets jeunes de l'éradication d'Ebola, de l'éducation, vous ne parlez que de vous. Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme politique dont le seul but est d'occuper le fauteuil présidentiel, quel que soit le prix? Nous parlons tous les jours de la mauvaise gouvernance qui est exercée dans ce pays. Nous parlons tous les jours de l'absence de perspectives pour les jeunes. Nous parlons tous les jours de la corruption qui gangrène les structures de cet État. Il n'y a jamais autant de corruption en Guinée que maintenant. Nous en parlons tous les jours. Il n'y a jamais autant de surfacturation dans les projets publics que maintenant. On a cité des exemples ici à n'en pas finir. On a cité les exemples des projets routiers qui ont des surfacturations de 3 fois, de 4 fois, voire même de 5 fois par rapport au prix normal. Nous les avons dénoncés ici. Nous avons toujours parlé de l'insécurité ambiante. Nous avons parlé de tous les autres sujets. Mais nous insistons sur le processus électoral. Pourquoi? Parce que tous les partis politiques ont leur projet de société. Ils ont leur programme. C'est lorsque nous nous battons pour arriver au pouvoir, ou lorsque nous nous battons pour participer au pouvoir, c'est en ce moment que nous mettons en œuvre notre programme de société. Et dans ce programme de société, vous avez tous les secteurs qui sont couverts et largement concernés. Donc c'est pour cette raison que nous nous focalisons sur le processus électoral. C'est ça la vocation d'un parti. Ce n'est pas d'aller se mêler du tout. Il y a un rôle pour la politique, il y a un rôle pour la société civile. C'est la société civile, normalement, qui doit organiser des manifestations pour les problèmes d'emploi, pour les problèmes d'insécurité, pour les problèmes de la corruption dans le pays, pour les problèmes d'injustice, pour tout ce qui touche au bien-être des citoyens. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, la société civile a été noyautée, elle a été divisée, et elle a aujourd'hui plus de problèmes existentiels que des soucis de jouer le rôle qui lui est dévolu dans le processus d'épanouissement des citoyens guinéens. Donc c'est pour cette raison que les partis politiques se focalisent sur le processus électoral pour arriver au pouvoir et pour développer leur projet de société. C'est ça leur vocation. C'est ça le rôle que leur confie notre Constitution. Aboubakar. Mansa Moussa Keita sur la page Facebook, Alpha Condé a déclaré que la politique, il ne s'agit pas de s'agiter dans les médias, or c'est ce que les opposants font, vous montrez vos limites politiques concernant le professeur qui a fait 30 ans de vie politique. Est-ce qu'il y a parmi vous un qui peut vraiment barrer le chemin Alpha Condé sur sa lancée politique? Bon, je ne sais pas que répondre aux convictions des militants. Je ne pourrais pas les ébranler probablement, mais je dirais tout simplement que si le professeur Alpha Condé était si bon politicien que ça, son parti politique, qui était le parti d'opposition par excellence au régime de Général Lansana Conté, n'aurait pas obtenu que 18% dans une élection présidentielle en 2010. Donc s'il était aussi bon politicien que ça, il n'aurait pas été en ballottage avec l'opposition lors des élections législatives. Et je crois qu'il a tiré les leçons de toutes ces défaillances politiques-là pour mettre en place un système de fraude caractérisé, mais de manière à arracher par la fraude ce que les urnes ne peuvent pas lui donner ou ce que la stratégie politique ne peut pas lui donner. Et dire que les opposants ne sont pas de taille à rivaliser avec le professeur Alpha Condé, c'est le droit de ce militant apparemment convaincu de le penser. Mais nous disons que la politique, ce n'est pas l'art de la tromperie, ce n'est pas l'art de l'intrigue, ce n'est pas l'art de songe, ce n'est pas l'art de rouler dans la farine son vis-à-vis. Pour nous, la politique, c'est une science, c'est un art, c'est quelque chose de beaucoup plus noble. Nous avons des visions pour ce pays, nous avons des ambitions pour la Guinée, et nous sommes certains que si demain nous arrivons au pouvoir, la Guinée va changer de façon radicale. Pas le changement que nous voyons maintenant, le changement sous forme d'apartheid, avec des cités de luxe qu'on construit, alors qu'à côté, les Guinéens végètent dans la misère la plus noire, alors que les bidonvilles sont en train de cohabiter avec des immeubles luxueux. Nous voulons d'un changement pour tous les Guinéens. Un changement qui va permettre aux Guinéens d'être unis, d'être en cohésion totale, et puis aussi d'améliorer qualitativement leur bien-être. Aujourd'hui, les Guinéens ont honte de proclamer leur guinéanité à l'étranger. Le Guinéen, aujourd'hui, il est honni partout. Et on est devenu la risée du monde par la mauvaise gouvernance qui est pratiquée depuis 4 ans.
Nous allons changer tout ça lorsque nous serons les oppositions, nous serons au pouvoir. Nous ne serons pas là pour proclamer des changements que personne ne voit. Nous ne serons pas là pour construire des petits bâtiments de luxe dans un petit carré et dire que nous avons changé la Guinée. Nous serons là pour développer l'habitat social pour tous les Guinéens. Nous serons là pour créer des emplois. Nous serons là pour faire en sorte que les investisseurs affluent dans ce pays et donc réalisent des investissements qui vont être source de revenus, source de bien-être, source de quiétude et d'emploi pour les Guinéens. Mamadou Komfoya Kamara depuis Dabondi qui demande qu'est-ce que l'opposition attend pour l'organisation des meetings à Kaloum. Ça fait partie de notre programme. Je disais tantôt que nous avions pris 4 mesures à notre dernière plénière de vendredi. L'une des mesures, c'est de relancer nos manifestations sur les places et sur les voies publiques. Et parmi ces manifestations figure évidemment le meeting à Kaloum, mais aussi les marches pacifiques et les sittings et l'investissement des délégations spéciales. Gassimou Diallo sur la page Facebook, monsieur Silla, l'opposition n'a que ses yeux pour pleurer. À ce que je sache, vous avez 9 commissaires plus un de l'UPG et qui a à ses côtés qui est avec l'opposition pour l'instant. Vous avez mal choisi vos commissaires qui ont accepté d'être corrompus. Alors, pensez-vous qu'Alpha Condé ne va pas rouler? Vous roulez dans la faillite à nouveau en achetant vos élus locaux encore mal choisis parce que les Guinéens ne résistent pas devant l'argent. Écoutez, il ne faut pas tomber dans ce pessimisme. Si les Guinéens sont aussi mauvais, alors c'est plus la peine de voter, ce n'est plus la peine de créer des partis politiques. Mais il faut rester résigné. Nous refusons cette résignation. Nous savons qu'en Guinée, il y a des personnes qui sont des patriotes encore. Il y a des personnes qui sont conscientes des enjeux politiques de ce pays. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour que la Guinée change. Ce serait grave pour la Guinée que les Guinéens soient tous devenus subitement des apatrides, des gens cupides, des personnes qui n'ont en ligne de mire que leur bien-être individuel au détriment de l'intérêt national. Je ne pense pas du tout que les Guinéens sont tous comme ça. C'est vrai que dans la haute administration aujourd'hui, notamment au niveau du gouvernement, on se rend compte que ce qui prévaut essentiellement, c'est la lutte pour le maintien, c'est la lutte pour accéder au poste, et on est prêt à payer n'importe quel prix pour ça, mais il y a encore des Guinéens, fort heureusement, qui ont d'autres valeurs, qui les défendent et qui sont prêts à faire des sacrifices pour notre chère Guinée avance. Balde Ousmane de Cause lui dit que la réconciliation est sa préoccupation et il vous demande quel moyen faut-il pour réconcilier les Guinéens. Et pourquoi, ajoute-t-il, les politiciens, notamment le RPG, se servent de la division pour chercher des électeurs? C'est un manque d'arguments électoraux. Quand on n'a pas d'arguments de campagne, on utilise tous les moyens subjectifs. Et l'un des moyens utilisés par le RPG, malheureusement, par la gouvernance actuelle, c'est d'exacerber les tensions communautaires pour faire le plein de voix dans leur communauté. Ça, c'est extrêmement grave, c'est antidémocratique et c'est contre-productif pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale dans notre pays. Comme vous le savez, au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, la priorité, c'était la réconciliation nationale. C'était la première priorité. Pour noyer le poisson, le président de la République a mis en place ce qu'il a appelé un comité de réflexion sur la réconciliation nationale. Ce comité a été composé de 2 personnes, Monseigneur Vincent Koulibaly et El Hadj Mamadou Saliou Kamara. 2 personnes seules. On n'a jamais meublé ce comité de réflexion. Et dès que ces 2 personnes-là ont déposé un rapport au président de la République depuis 2011, ce rapport-là a été mis dans l'étouffoir. On n'en a plus jamais reparlé. Donc le président n'a plus fait des questions de réconciliation nationale sa priorité, encore moins sa priorité principale. Ce n'était même pas dans l'ordre du jour de ses préoccupations. C'est ainsi donc que la situation s'aggrave aujourd'hui. On ne parle plus aujourd'hui en Guinée qu'en communauté. Et tout ceci s'est aggravé aussi par un phénomène que j'appelle, par pudeur, la monoethnisation de notre administration publique. Aujourd'hui, partout, la haute administration est tenue par des représentants d'une seule communauté. Et tout ça, c'est contre-productif pour la Guinée, même pour cette communauté. Et ça, c'est vraiment dommage qu'en tant qu'intellectuel, qu'on mette en place un système où une communauté ou 2 communautés cherchent à dominer les autres, avec à la clé des frustrations qui vont finalement prendre la forme de haine dont on pouvait parfaitement se passer. Le président de la République a une lourde responsabilité dans cette situation de la société guinéenne, qui est devenue une société éminemment divisée et qui est donc devenue, par conséquent, le terreau le plus fertile
à des troubles sociaux majeurs qui peuvent survenir demain. C'est ainsi que vous vous rendez compte, chaque fois qu'il y a un événement quelque part, l'événement est évalué, il est jugé, il est analysé sous le prisme déformateur du communautarisme, et tout ceci est encouragé par le pouvoir. Et malheureusement, les Guinéens, ils sont victimes de cette situation, et nous espérons, avec l'opposition au pouvoir, que cela va changer. Pour nous, tous les Guinéens sont égaux. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai des actions privées, et allez vous renseigner pour savoir quels sont ceux qui dirigent ces actions. Il n'y a aucune personne de ma communauté. Vous avez vu la Radio Planète ici, c'était un Sidibé qui dirigeait. Mon lycée principal, c'est un autre Sidibé. Ainsi de suite. Donc, je n'ai jamais eu de considérations de ce type. Et si demain, j'avais une possibilité d'arriver au pouvoir ou de participer à la gestion du pouvoir, il est évident que ce que je n'ai pas fait dans mes propriétés privées, dans ce qui m'appartient, ce n'est pas lorsque je vais avoir à gérer le bien public que je vais le faire. Les Guinéens doivent tous être traités sur le même pied d'égalité. Et je crois qu'il faut qu'on insiste sur cette question. Et le plus grand danger que notre pays court, c'est cette division communautaire, c'est ce communautarisme. Et c'est pour cette raison que les Guinéens doivent rejeter ce pouvoir, lui présenter le carton rouge à la prochaine élection présidentielle, après lui avoir brandi le carton jaune aux élections législatives. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx Aboubacar. S'il est le porte-parole de l'opposition, il y a ce message de Ibrahima qui dit bonjour messieurs. Si là, je suis voisin à votre siège qui est toujours fermé, ne pensez-vous pas que vous consacrez plus de temps à l'opposition qu'à votre parti politique? Je rappelle que vous êtes le président du parti Union des forces du changement UFC. Je regrette, c'est une information totalement erronée. Le siège de mon parti est toujours ouvert. Il y a toujours du monde au siège du parti. On va vérifier ça. Mais vous le savez, puisque vous envoyez tous les jours des reporters. Oui, des reporters. On est présent. De Lynx FM au siège de l'UFC. Oui. C'est toujours ouvert. Ce n'est jamais fermé, sauf le dimanche. Mais tous les jours, du lundi au samedi, c'est ouvert. Jusqu'à 17h, 18h, il y a du monde au niveau du siège. C'est vrai que j'ai accordé beaucoup de temps à l'opposition républicaine. C'est vrai. J'ai certains de mes militants, certains des responsables de mon parti, qui me l'ont reproché. Mais j'étais tenu, je n'avais pas d'autre choix. Encore une fois, l'opposition républicaine n'était pas structurée. C'est une organisation informelle. On n'a pas de secrétariat général. On n'a pas de conseil d'administration, on n'a pas de structure quelconque qui permette de faire le travail de l'opposition. Tout repose sur le porte-parole que je suis. Je suis obligé de faire les déclarations, de les rédiger, de les publier. Je suis obligé de rédiger les mémos, de faire les courriers à l'administration nationale ou à la communauté internationale. Mais je suis obligé de tout faire et j'ai privilégié ce rôle-là par rapport aux intérêts de mon parti parce que mon parti ne peut pas se développer, il ne peut pas s'épanouir si l'environnement des partis politiques n'est pas assaini. Si le processus électoral n'est pas mis sur les rails, s'il n'est pas transparent, s'il n'est pas équitable, ben mon parti politique n'aura aucune chance, même si je l'implante sur l'entièreté du territoire national. Donc j'ai privilégié effectivement de me battre pour l'opposition républicaine, mais tout en ne négligeant pas totalement mon parti politique, mais je mets en première priorité ce combat de l'opposition républicaine. Mais sinon, je pense que ce sera inutile d'avoir un parti politique si on évolue dans un environnement où l'opposition n'a pas de marge de manœuvre, aucun espace ne lui est accordé. Oui, Khalifa Condé, monsieur Sylla, vous êtes d'accord avec nous que le laxisme caractérise aussi l'opposition. On l'a vu comment Cellou Dalein Diallo, Sidi Touré, Lansana Kouyaté, d'autres ont envoyé leurs parents à la CENI, ce qui vous rattrape aujourd'hui. Est-ce que avec ces délégations communales, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas peur que ces mêmes leaders essayent de meubler ces institutions par leurs propres parents? À l'occasion de la réforme que vous réclamez. Non, pour les délégations communales, c'est par élection. Donc c'est les candidats les mieux placés, ceux qui ont susceptibles de remporter le maximum du suffrages, qui sont présentés par les partis politiques. Pour ce qui concerne la CENI, il y aura des conseils de vote. Il y a eu un ou deux ou trois cas au maximum de commissaires de la CENI qui ont quelques liens de parenté avec les leaders politiques. Mais ils ont été désignés à leur qualité de membres de ces partis. C'est en raison de leur efficacité au sein de ces partis politiques-là qu'ils ont été désignés comme commissaire de la CENI. Même moi, on m'a accusé d'avoir désigné mon épouse comme commissaire de la CENI, ce qui est archi faux. Hadja Fafa Baldé, qui est commissaire de la CENI là-bas et qui a été présenté par l'UFC. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant qu'elle n'adhère à mon parti il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est vous dire que il y a beaucoup de broderies aussi là-dessus. Je crois qu'on ergote son paix aussi là-dessus. On essaie de mettre l'opposition à mal en racontant beaucoup d'histoires. Le professeur Charles Parcartono, c'est vrai que c'est sa fille qui est à la CENI, mais elle y était déjà auparavant. Donc elle n'a fait qu'être reconduite. Il faut dire que M. Lansana
Kouyaté a désigné son beau-frère, c'est vrai, mais son beau-frère occupe une fonction éminemment politique au sein de son parti, une fonction élevée au sein des structures de son parti. On a parlé de Raji Sellou, il me semble que c'est sa belle-sœur, ce qui n'est pas vrai. Parce que lui-même, il a démenti lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à la maison de la presse à Coléa. Donc tout ça, c'est un peu brodé, tout ça. Si sur 10 commissaires ou sur 9 commissaires que nous avons désignés, il y a 2 ou 3 qui ont des liens de parenté avec leur leader, il n'y a pas lieu de les journaliser. Ils ont été nommés parce qu'ils étaient des membres actifs du parti, ce qui normalement ne doit pas les disqualifier pour occuper certaines fonctions. Le fait d'être des parents du leader politique, s'ils sont actifs, ne doit pas les disqualifier pour avoir certaines responsabilités ou disposer de certains mandats. Oui, on a ici Algassimo Diallo. Bonjour Monsieur Silla. Ma question est la suivante. Est-ce que Alpha Condé ne réussira pas aussi à infiltrer la Cour constitutionnelle du fait qu'il a réussi à modifier la loi sur l'UNIDH alors que la Constitution dit que l'UNIDH désignerait 2 membres pour la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'Alpha Condé n'a pas gagné 2 membres sur les 9 que comportera la Cour constitutionnelle? À votre avis alors, est-ce que la future Cour constitutionnelle ne sera pas comme l'actuelle Cour suprême? C'est ce que je disais tantôt. C'est la tentation du président de la République, c'est de contrôler toutes les institutions. Et cette falsification de la loi portant création et fonctionnement de l'UNIDH que nous avons attaqué en justice, c'est justement c'était en fait un combat d'étape en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle. L'essentiel pour le président de la République, c'est de contrôler la Cour constitutionnelle. Donc il s'est battu en amont, en faisant en sorte que l'UNIDH soit à sa dévotion, en y introduisant les 2 personnes qui n'étaient pas prévues comme représentants du ministère en charge, la personne qui n'était pas prévue comme représentant du ministère en charge des droits de l'homme qui n'existait pas en 2011 quand on votait la loi, et en faisant en sorte évidemment que les 2 représentants de l'Institution nationale indépendante des droits humains soient sous contrôle lorsqu'ils vont être au sein de la Cour suprême. Tout ceci, c'est dans un petit jeu politique, pour embrigader toutes les institutions du pays. Et c'est ça la compétence du président de la République, en quelque sorte, si je puis dire, entre guillemets. Sa compétence en politique, c'est dans ces petits jeux, dans ces petits calculs, dans ces petites entourloupes. Et c'est pas ça, la politique. La politique, c'est l'art d'avoir de la vision. C'est l'art de porter l'espoir de tout un peuple. C'est l'art de savoir diriger toute une nation. C'est l'art de savoir choisir ses collaborateurs. C'est l'art de mettre tous les Guinéens au même niveau, au même pied d'égalité. Tout ça, c'est l'art d'avoir de grandes idées, de grandes ambitions et de transformer fondamentalement son peuple et son pays. C'est ça, la politique. Malheureusement, nous sommes tombés entre les mains d'une personne qui pense que la politique c'est tromper, c'est rouler, c'est anticiper, c'est jouer sur ceci pour contrôler tout. Le président de la République lui-même, il a reconnu, comme vous le savez, dans un journal Jeune Afrique, que lui-même, il contrôle tout, il administre tout, il inspecte tout. Quand on lui a demandé pourquoi il le fait, il a dit c'est parce que le changement n'est pas encore dans l'esprit des Guinéens et que pour le moment, il est obligé de tout faire. Vous vous rendez compte dans quel régime on est lorsqu'un président de la République assume que c'est lui qui contrôle, qui administre, qui impulse, qui fait tout? C'est quoi? C'est un régime d'omnipotence ou d'autocratie. C'est l'antichambre de la dictature. Donc, nous savons que c'est ça l'ambition du président. Et si l'opposition, nous nous lèvons, parce que nous voyons que la société civile est encore très molle, alors que c'est son rôle justement de se battre contre ces dérives-là, c'est justement parce que nous ne voulons pas que demain, on se réveille avec un pays complètement mis sous contrôle et qui est en coupe réglée sous les ordres d'un président de la République, au mépris de notre Constitution et de tous les principes démocratiques et des règles de gestion d'un État moderne. Beaucoup de SMS et beaucoup de messages sur Facebook, nous ne pourrons pas du tout les lire. Alors, je vais un peu les rassembler pour vous poser, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur votre formation politique et l'une d'elles cherche à savoir est-ce que vous serez candidat à la présidentielle de 2015 et l'autre qui revient qui demande est-ce que l'UFC ne risque pas de se fondre à l'UFDG. Écoutez, on vous dira à temps opportun quels sont les scrutins auxquels nous allons participer, probablement le communal, la présidentielle, on vous dira plus tard, parce que nous ne sommes pas comme le RPG, où le président de la République, tout de go, dit qu'il va vaincre l'opposition au premier tour. Cela veut dire qu'il va déjà être investi par son parti. Nous attendons les congrès d'investiture pour savoir qui va représenter nos différents partis à telle ou telle élection. Et en ce qui concerne la fusion avec l'UFDG, pour le moment, ce n'est pas envisagé. Bon, quoique ce soit des choses
auxquelles nous pensons tous. J'y pense, là c'est le leader de l'UFDG aussi, il pense. C'est des choses que nous avons évidemment évoquées, étant donné que nous avons beaucoup de proximité en ce qui concerne les programmes de société, en ce qui concerne les visions de nous deux, des deux leaders des deux partis politiques, et en ce qui concerne aussi la complémentarité qui nous caractérise en ce qui concerne la gestion des affaires de l'opposition. Bon, mais pour le moment, ce n'est pas une question qui est prioritaire pour nous, donc c'est des questions qui sont évoquées, mais l'UFC a l'intention, en tout cas, de présenter des candidats aux élections communales et peut-être à l'élection présidentielle de 2015. Alors, Sadibou, comment, M. Sylla, comment vous utilisez les 15 millions que vous percevez à l'Assemblée nationale? 2 millions pour l'UFC, 1 million pour l'UFDG et le reste pour vous. N'est-ce pas comme ça se passe? Apparemment, il est informé. Il va être au courant de la façon dont vous gérez. Moi, je ne réponds pas à cette question. Je ne comprends pas même ce que ça veut dire. S'il parle de la contribution, s'il parle de la contribution que les députés font au fonctionnement de leurs partis respectifs, ça existe dans tous les pays du monde. Quand vous engrangez des ressources du fait de votre appartenance à un parti politique, mais vous contribuez un temps soit peu à son financement. Ça, c'est tout à fait normal. Et de là, imaginer qu'un député de l'EFC va aller financer à l'UFDG, je pense que ce n'est pas raisonnable. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous demander quel est l'appel que vous avez à lancer à Alpha Condé, à la CENI, par rapport à l'organisation de ces élections locales et à la présidentielle 2015. En tout cas, nous mettons en garde la CENI contre la publication d'un chronogramme qui ne tiendrait pas compte de notre revendication tout à fait légitime et légale d'organiser les communales avant les présidentielles. Nous, plus largement, nous lançons un appel à la CENI. C'est celui d'inscrire son action dans l'histoire positive de ce pays. Car les commissaires de la CENI, à commencer par le président de cette institution, doivent savoir qu'ils sont tenus comptables de toutes les dérives, de tous les drames que la Guinée pourrait vivre à raison d'élections bâclées ou d'élections partisanes. Il ne faut pas qu'ils oublient que leur nom sera inscrit dans l'histoire de ce pays, en noir ou en rouge, selon les actes qu'ils vont poser aujourd'hui. Je voudrais aussi demander au peuple de Guinée de rester mobilisé, de refuser qu'une dictature ne s'instaure insidieusement dans ce pays par un contrôle de toutes les institutions du pays par un seul homme. Les Guinéens doivent se lever contre cela. La démocratie doit prospérer dans notre pays. Les droits de l'homme doivent être respectés. Les Guinéens doivent être pris sur le même pied d'égalité. Et je crois que notre pays a beaucoup d'atouts pour s'en sortir, à condition que la gouvernance politique, économique et sociale qui s'exerce en Guinée soit, à défaut d'être irréprochable, soit une gouvernance qui aille dans le sens de l'intérêt national. Et les Guinéens doivent tous se battre pour cela. L'opposition guinéenne ne se bat pas pour des postes. Nous nous battons pour que la Guinée change. Nous voulons pour ce pays le vrai changement. Pas le changement qu'on nous a proposé et celui qu'on nous présente aujourd'hui sous les aspects d'une division des Guinéens, d'une malgouvernance, d'une hausse considérable de la corruption dans le pays. Nous voulons d'un changement qui va faire en sorte que la Guinée soit un pôle de croissance dans la sous-région, que la Guinée soit une locomotive dans la sous-région parce qu'elle en a les moyens. Elle en a les ressources humaines, elle en a les ressources naturelles. Eh bien, nous mettons en garde la CENI d'organiser les communales avant la présidentielle. Si elle passe outre, elle prendra et répondra de ses actes devant l'histoire. L'opposition guinéenne se battra pour le changement en Guinée. Elle souhaite vraiment qu'on organise d'abord les élections communales avant la présidentielle. C'est le mot de la fin de M. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition républicaine et président du parti Union des Forces du Changement que nous avons reçu ce vendredi. À la technique, il y avait Mamadou Touré Fatoumata, Laila Bari, réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Abadé, ici à l'animation, Aboubakr et Azoukaba. Merci et bon fin de semaine. Nous vous donnons rendez-vous le lundi, Inch'Allah, pour d'autres émissions avec d'autres invités.